Bonjour tout le monde. Alors, merci de participer à notre web discussion aujourd'hui sur le thème des fiducies de données, le bon véhicule pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle. Mon nom est Simon Duperron. Je suis auxiliaire de recherche au laboratoire de cyberjustice et j'animerai la discussion aujourd'hui avec notre panel d'aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous céder la parole pour que vous puissiez vous présenter brièvement et mentionner comment vous en êtes venu à vous intéresser aux fiducies de données. Donc, professeur Trudel, vous pouvez commencer si vous voulez. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je m'intéresse aux fiducies de données, en fait, parce que je m'intéresse aux données et je m'intéresse aux techniques juridiques par lesquelles il est possible de rendre compte du caractère essentiellement volatile et essentiellement métamorphosable de l'information, notamment de l'information personnelle. Et je travaille beaucoup à identifier des alternatives aux modèles traditionnels sur lesquels se fondent les lois actuelles dans la plupart des pays développés sur les données personnelles, des lois qui, à mon sens, sont fondées sur des paradigmes de plus en plus inadéquats pour rendre compte des enjeux de plus en plus multiples et de plus en plus diversifiés que pose l'omniprésence des données, notamment avec les technologies d'intelligence artificielle, des technologies qui carburent de façon intense aux informations et aux données de toutes sortes, y compris, bien évidemment, les données personnelles. Donc, c'est dans cet esprit-là que je m'y intéresse. Donc, de façon... c'est un petit peu en dilettante, finalement, parce que c'est toujours... Les juristes, lorsqu'on est chercheur, on est porté, finalement, à se demander comment on pourrait faire les choses autrement. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je m'y intéresse. Merci beaucoup. Et vous, Mme Magnan? Alors, avant de me présenter, d'abord, je voudrais remercier le laboratoire de cyberjustice pour cette invitation. Je voudrais vous remercier aussi, Simon, pour toute cette préparation. Et puis, je suis enchantée d'échanger aujourd'hui avec le professeur Trudel. Moi, je suis complètement à contre-courant du professeur Trudel. Je n'ai pas du tout d'expertise en droit du numérique. Je viens du droit commun, du droit civil. Et mes domaines de recherche se concentrent sur les modèles de détention des biens qui ont une vocation à penser des modèles de détention dans le domaine de l'intérêt général. Ma thèse de doctorat portait justement, ça n'a rien à voir, sur la philanthropie, mais m'a conduite à travailler sur les modèles d'affectation des biens. Et c'est par cette porte-là que je suis arrivée dans le domaine des fiducies, notamment des fiducies d'utilité sociale, et qui plus est encore dans les domaines des charitable trusts. Aujourd'hui, donc, la fiducie est un de mes domaines de recherche de prédilection. J'enseigne aussi le droit des fiducies, et puis par des domaines très différents, notamment par la question des successions virtuelles. J'ai commencé à m'intéresser aux données et au devenir des données à la mort, et puis succession, fiducie, il y a des liens très forts, et puis tout ça a fait que la fiducie donnée est apparue comme un sujet très intéressant qui permet de repenser le modèle fiduciaire, de l'appliquer dans un contexte qui est complètement différent, et puis aussi de penser toujours dans cette idée, quelle est la finalité du droit privé et comment est-ce que l'on peut servir, comment est-ce qu'il peut être au service de l'intérêt général, ce qui a une résonance particulière avec toutes les réflexions justement sur l'intelligence artificielle responsable. Bon, c'est super. Je crois que vos deux expertises vont se compléter de façon parfaite pour ce panel. Justement, pour commencer, je pense que ça pourrait être bien de commencer avec une description, une définition de ce qu'on entend par fiducie de données, comme pour qu'on puisse partir sur une base commune, là, si on veut. Anne-Sophie, voulez-vous décrire grosso modo, là, en quoi consiste une fiducie de données?
Absolument, avec plaisir. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être me permettre quelques remarques préliminaires. D'une part, vous dire, peut-être aussi, c'est un peu dresser la table et définir les attentes de chacun qui pourrait avoir vis-à-vis de la fiducie donnée, c'est que c'est une notion émergente qui a véritablement une grande actualité. La fiducie donnée un peu sur toutes les bouches aujourd'hui, sur toutes les lèvres. Mais c'est aussi un domaine, c'est un outil qui n'a pas été encore véritablement mis en œuvre et donc pour lequel on a beaucoup d'interrogations qui sont en suspens et on va attendre des mises en œuvre. L'autre élément aussi que je voudrais souligner dans le contexte, c'est que cette notion de fiducie donnée nous vient d'une réflexion qui a été initiée en common law, parce que fiducie donnée, c'est bien sûr une traduction de ce qu'on appelle le data trust, dont on parle beaucoup depuis 2 ans. Et les réflexions du data trust, ici, elles viennent aussi du constat qu'il y a une défiance publique qui ne cesse de grandir vis-à-vis du traitement des données et des technologies qui s'y rapportent. Il faut voir notamment les multiples atteintes au droit à la vie privée dont certainement le professeur Trudel va nous parler, l'absence de contrôle que l'on a aussi sur ce traitement de données qui font partie de cette défiance publique. Et en partie dans cette défiance publique, il y a aussi toutes les critiques relatives aux asymétries de pouvoir, à l'absence de redistribution dont nous, personnes qui générons des données, nous n'avons pas. Et nous sommes exclus en fait de toute l'économie du marché des données d'une certaine manière. Donc ces questions, en fait, c'est cette défiance grandissante envers le traitement des données, envers l'intelligence artificielle, alors qui vient en fait ternir son potentiel, a mis l'intelligence artificielle à un moment charnière de son développement, c'est-à-dire que si on veut continuer dans la lignée du développement de l'intelligence artificielle, il va falloir trouver des moyens de rétablir cette confiance. Alors bien sûr, l'éthique a déjà offert des pistes très intéressante, mais bon, l'éthique, le problème de l'éthique, c'est qu'elle n'a aucun caractère obligatoire et donc on agit sur le terrain de l'autorégulation. Aujourd'hui, il y a les réformes législatives dont on va certainement parler qui offrent des pistes aussi très intéressantes d'encadrement de l'intelligence artificielle, mais en attendant, qu'est-ce qu'on a? On a le droit commun. Et donc, certains spécialistes se sont tournés vers le droit commun, ils sont allés à la recherche d'outils qui a été à même de restaurer cette confiance. Et qui dit confiance, là, on est obligé de penser à trust. La terminologie parle d'elle-même, puisque tout le fondement de cette institution de common law, c'est bien l'idée de rapport de confiance entre des personnes, et notamment une confiance d'une personne qui va être tenue d'administrer des biens dans l'intérêt d'une autre personne ou dans un but particulier. Alors, cela étant dit, donc ici, la fiducie, le data trust est ainsi introduit dans les réflexions en droit du numérique et la fiducie donnée est une traduction de cette notion de data trust. On pourrait y revenir parce que la notion de data trust en common law renvoie à des réalités beaucoup plus larges que ce qu'on entend par fiducie donnée. Nous, quand on parle de fiducie donnée, en fait, c'est la rencontre de 2 mondes qui s'ignorent. C'est d'une part la rencontre entre oui, le droit du numérique, le droit des données, mais surtout, c'est la rencontre avec le droit des biens. La fiducie, et d'ailleurs pour vous en parler, je suis désolée, je vais être obligée de vous ramener dans le code civil, en droit des biens, et on va parler d'universalité juridique. Parce que la fiducie donnée, c'est un patrimoine d'affectation. C'est tout simplement une application de la fiducie de droit commun telle qu'elle est définie dans le Code civil du Québec, donc une universalité de droit et d'obligations qui va être affectée à un but déterminé. Ici, il faut comprendre que la raison pour laquelle c'est un patrimoine qui va être finalisé, mais c'est aussi un patrimoine autonome. C'est un patrimoine qui ne va appartenir ni aux constituants, ni aux fiduciaires, ni aux bénéficiaires. C'est un patrimoine qui trouve sa raison d'être dans la finalité pour laquelle il a été institué. Alors tout de suite, je tiens à dire qu'il faut faire une distinction. Quand on parle de fiducie donnée, on est dans un monde complètement différent de la personne morale. On est aussi dans un paradigme qui est totalement différent du domaine de la propriété. On est dans un monde qui va être régi par un régime de l'administration du bien d'autrui, où on va avoir un fiduciaire qui va être tenu d'administrer des biens mis en fiducie selon une finalité précise. Alors,
d'ailleurs, et c'est aussi important que ce fiduciaire, de par la mission qu'il a d'administrer les biens, va être tenu à toute des séries d'obligations. On va pouvoir le voir. La clé de voûte de la fiducie, c'est bien donc sa finalité. Et quand on passe dans le domaine du numérique, la finalité a aussi une résonance particulière, puisque cette finalité est aussi la clé de voûte aujourd'hui de l'encadrement du traitement des données. Donc c'est la conjonction de ces différents éléments qui fait qu'aujourd'hui, on regarde la fiducie de données et qu'on s'intéresse justement à une mise en commun dans un patrimoine des fiducies de données pour administrer le traitement des données et particulièrement pour administrer un partage des données dans un but précis. Merci beaucoup. C'est très complet. On voit qu'on est vraiment dans un chevauchement entre deux domaines de droit qui, comme je le dis, se sont évités longtemps et qui se rencontrent avec ce concept de fiducie de données. Professeur Trudel, vous avez signé une chronique dans Le Devoir au mois d'août dernier, je crois, où est-ce que vous avez parlé des données massives qui sont produites par, bon, on le sait, là, nos faits et gestes dans l'environnement numérique, toutes nos interactions numériques produisent des données et généralement, elles sont recueillies par des grandes plateformes numériques puisqu'on utilise leur technologie. Vous avez dit qu'on devrait les considérer comme une ressource collective. Et puis, est-ce qu'il y a un lien à faire justement entre cette conception des données comme une ressource collective, entre le concept de fiducie de données, qui, comme le dit Anne-Sophie, n'est pas lié à la propriété, mais qui est vraiment un régime distinct. Est-ce qu'il y a un lien à faire également avec une autre théorie qui est celle des communs, des biens communs, qui a été développée par l'économiste Eleanor Ostrom aux États-Unis? Qu'est-ce qui est, selon vous, les liens qui lient ces notions-là? Je dirais que ça me semble être ça fait partie d'un continuum, en fait. Les données, c'est une ressource qui a pour caractéristique de connaître des métamorphoses souvent très fréquentes et très rapides. Les données, c'est de l'information. Et du coup, l'information, c'est une ressource dont les enjeux vont souvent changer au fil des contextes qui se modifient. L'information circule et très souvent, ce que l'on observe dans les environnements de données, c'est que on détient des données parce qu'on les a collectées pour une finalité spécifique initiale. Elles se retrouvent disponibles et en raison justement de la numérisation, bien, elles sont faciles à transporter, à transformer, à réutiliser, à analyser et à suranalyser, tant et si bien qu'elles changent très souvent de nature. Et ce dont on a besoin, il me semble, c'est un ensemble de mécanismes juridiques pour tenir compte de la totalité du continuum entre la donnée comme une ressource relevant essentiellement de l'intimité, la donnée personnelle au sens classique du terme, et autour duquel se sont développées les lois de la première génération de données personnelles, des premières générations de lois sur les données personnelles à la fin du 20e siècle. Et donc, il s'agit essentiellement de gérer par le droit, de définir les droits et les obligations des individus qui sont concernés directement par les données. Mais on a aussi besoin, à l'autre extrémité, d'un mécanisme ou d'un ensemble de concepts juridiques pour gérer le fait que les données massives sont aussi une ressource produite par la collectivité. Et entre ces deux pôles, entre ces deux extrêmes, bien, il y a un besoin, il y a une variété considérable de besoins pour gérer les données de façon plus efficace. Or, il se trouve que les mécanismes fondés sur le consentement individuel qui caractérisent les lois sur la protection des données personnelles, même les plus récentes, elles ont, je pense, comme principale défectuosité de reposer trop exclusivement sur le consentement personnel et sur le postulat que c'est à l'individu de voir assurer
que ces données ou que ces données sont protégées ou sont traitées de façon conforme aux exigences ou aux engagements qui ont été pris. Et c'est là, il me semble, qu'une institution comme la fiducie de données devient un outil particulièrement intéressant parce que ça permet d'investir, je dirais, une entité ou des entités expertes qui, au nom et dans l'intérêt des personnes concernées par les données, vont être habilitées à agir, mais à agir cette fois de façon experte, à agir de façon à pallier à cet inconvénient majeur que l'on rencontre dans le domaine des données personnelles, c'est-à-dire le fait que pour un individu, l'effort à consacrer pour s'occuper de gérer l'une et l'autre des innombrables données que les différentes institutions et les différentes entreprises avec lesquelles on vient en contact au quotidien possèdent sur notre compte, ben, il n'y a aucun individu qui a les ressources pour gérer tout ça, tant et si bien qu'en réalité, une fois qu'on a consenti, ben, il y a bien peu de choses qui se passent, à moins d'une catastrophe, à moins d'un vol de données, à moins d'un sinistre. Il se passe relativement bien peu de choses. Et donc, les données ne sont, à tout fin pratique, l'objet d'à peu près rien en termes de contrôle, en termes de vérification de la conformité des usages. Et c'est là que la fiducie de données pourrait devenir une institution importante pour assurer une interface entre les personnes concernées par les données et ceux qui les utilisent, assurer une meilleure fluidité des données, dans ce sens qu'on se demande de plus en plus à quoi il sert de tout le temps recollecter de nouvelles données parce que celles qu'on a collectées étaient pour une fin déterminée. Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes plus efficaces pour assurer une fluidité des données tout en protégeant évidemment les intérêts des individus? Et là, il me semble que la fiducie de données, qui est en fait une métaphore, en fait, je parle sous le contrôle de Mme Anne-Sophie Hulin, mais il me semble que c'est une métaphore dans le sens que les fiducies ont été développées, notamment dans le Code civil du Québec, pour gérer des patrimoines. On est dans un univers essentiellement extra-patrimonial, mais ça n'est pas, à mon avis, ce n'est pas grave. L'intérêt d'adapter cette institution-là pour le faire servir à une gestion beaucoup plus efficace des données me paraît tout à fait indéniable. Et c'est dans ce sens-là que c'est un mécanisme qui reconnaît que les données ne peuvent plus être considérées comme étant rien qu'une affaire individuelle, et ce n'est pas non plus rien qu'une affaire collective. Il y a tout un continuum. La donnée, c'est comme une ressource qui se métamorphose. C'est pour ça qu'on peut faire l'analogie avec l'eau et l'air. L'air que j'ai dans mes poumons, ça fait indéniablement partie de ma personne, mais cet air-là ne serait pas respirable si on ne tenait pas compte du fait que c'est une ressource commune qui doit aussi servir à d'autres. Et donc, cette plasticité et cette multiplicité des fonctions que jouent les données dans l'univers informationnel actuel requiert que la communauté juridique se mette au travail pour justement développer des outils comme la fiducie de données. Voilà, je ne vais pas abuser du temps de parole. Merci. Je pense que vous avez tous les deux souligné plusieurs aspects là, très, très, très intéressants. Un sur lequel je voudrais vous relancer tous les deux, c'est un des rôles très importants dans une fiducie de données sera celui du fiduciaire, donc de la personne qui est responsable de la gestion de la fiducie et d'assurer du respect de la finalité de cette fiducie-là. Dans un contexte de fiducie de données, qui serait appelé à jouer le rôle de fiduciaire? Est-ce que c'est une personne, une entité publique? Est-ce que le fiduciaire, ce serait l'État? Est-ce que ce serait une entité gouvernementale? Dans ce cas-ci, il faut avoir certains problèmes avec le fait de confier autant de données à la gestion de l'État. On a eu ce débat-là en lien avec l'application COVID qui était développée par le MILA et les applications de traçage en général. Si c'est une entité privée, ou même pas une entité, une personne privée, j'imagine qu'il peut toujours y avoir des risques de conflit d'intérêts entre le fiduciaire et les bénéficiaires. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez,
Anne-Sophie? Je pense que vous touchez là un point sensible de la fiducie. C'est une question qui est cruciale parce que le fiduciaire, c'est véritablement l'acteur clé de la fiducie. Si on n'a pas de fiduciaire, le patrimoine fiduciaire, c'est un patrimoine qui est en latence, un patrimoine inanimé parce qu'il n'appartient à personne et parce que la finalité ne peut être réalisée que si on a un fiduciaire qui la met en œuvre et qui en même temps doit rendre compte personnellement de cette mise en œuvre de la finalité de la fiducie. Je pense que pour la mission du fiduciaire, cette problématique a été d'autant plus est devenue d'autant plus pressante avec, vous avez souligné l'application Covid, mais aussi avec l'exemple de ce qui s'est passé à Toronto et l'écoquartier connecté, le Sidewalk Labs, et son échec. Une des raisons de l'échec de ce projet, justement, de la gouvernance des données. Alors, Sidewalk Labs, qui est une entreprise privée, qui est notamment une filiale du groupe dans lequel se trouve Google, avait prévu pour la gestion des données urbaines collectées dans cet écoquartier ce qu'ils avaient appelé un Civic Data Trust. Alors ici, je ne peux pas vous dire que c'est un équivalent de la fiducie de données parce que la notion de Data Trust en Common Law va avoir plusieurs sens, mais c'était l'idée qu'un tiers indépendant soit en charge de la gouvernance des données urbaines collectées. Dans la composition du corps fiduciaire, si je puis dire, il y était proposé notamment des instances publiques, mais Sidewalk Labs était constitué encore une personne présente dans la gouvernance. Ici, il y a eu beaucoup de critiques, d'une part en disant, attendez, ce sont des données urbaines, ce sont des données qui ont un fort potentiel de qualification ou de bien commun. La finalité du projet, c'est une finalité qui répond à l'intérêt général. Pourquoi est-ce qu'une entreprise privée, qui plus est une entreprise qui n'est pas canadienne, pourrait continuer à gouverner ces données? Puis d'ailleurs, quels sont les droits qu'elle se réserve vis-à-vis de ces données? Alors, il y avait bien sûr des propositions d'implication des décideurs. Il y avait des décideurs politiques, mais aussi les citoyens ont dit, mais attendez, si c'est un projet de ville numérique, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une consultation aussi citoyenne dans la gouvernance des données? Et je trouve que cet exemple-là, même s'il ne s'applique pas véritablement, on ne peut pas totalement le transposer dans notre contexte québécois, il montre bien cette idée que quand on est dans la gouvernance des données, c'est un sujet qui est hautement sensible et pour lequel il faut davantage de contre-pouvoirs. Alors, si on revient en droit civil québécois, le régime de l'administration du bien d'autrui nous dit quand même que notre fiduciaire a des pouvoirs sur le patrimoine fiduciaire et qu'en contrepartie, il est soumis à des obligations, diligence, loyauté, honnêteté, et que notamment, il doit faire preuve d'impartialité dans son administration, doit éviter les conflits d'intérêts, et en cas de manquement, il pourra engager sa responsabilité personnelle. Le régime d'administration du bien d'autrui prévoit aussi des personnes aux qui le fiduciaire doit rendre compte de son administration avec des organismes, notamment peut-être des organismes publics, des organismes spécialement créés par la loi. Mais cela montre bien que pour que la fonction fiduciaire soit effective, il faut qu'il y ait à un moment donné des contre-pouvoirs. Donc, dans la composition de la gouvernance, dans le corps fiduciaire, il faut aussi qu'on ait une représentation de la finalité de la fiducie sociale, de la fiducie de données. C'est-à-dire que si j'ai une fiducie de données qui vise le bien commun, il faut que, d'une certaine manière, les fiduciaires ne soient pas que des entreprises privées ou ne soient pas que des entreprises publiques. Il faut qu'on ait des contre-pouvoirs à un moment donné. Alors là aussi, je vous souligne tout de suite que le système de surveillance, déjà dans le droit commun, a des faiblesses, mais qu'il va avoir d'autant plus de faiblesses en matière de fiducie de données. Et le rôle de fiduciaire vient avec des obligations quand même importantes, comme vous l'avez souligné. Professeur Trudel, pensez-vous que la fiducie de données est une patate chaude trop importante qui vont peut-être... Pour que des entités ou des personnes veulent jouer ce rôle-là de fiduciaire qui peut quand même être risqué, considérant juste les risques de bris de sécurité, par exemple. Si après ça, on peut avoir sa responsabilité engagée parce qu'on n'a pas pris les mesures ou parce qu'on était fiduciaire de ces données-là, peut-être que ça va moins nous tenter, là.
Oui, mais ça peut aussi être envisagé comme une occasion de mieux professionnaliser et rendre plus indépendante la fonction de gestion de données. À partir du moment où on reconnaît que les données sont un objet sensible, un objet qui interpelle les droits fondamentaux, l'autonomie, la dignité humaine, ben on peut très bien convenir qu'on a besoin de les encadrer et de les traiter dans un modèle beaucoup plus professionnel que celui qui existe, qui prévaut déjà. Ça peut vouloir dire, par exemple, le développement de fiducies de données ou d'entreprises qui feraient profession de devenir fiduciaires de données et qui, par conséquent, auraient l'incitation à s'équiper et à développer un capital de crédibilité pour justement intervenir de manière à gérer les données, un peu comme les entreprises financières que nous connaissons ont été appelées à se développer. Hein. Les entreprises qui gèrent notre patrimoine, les banques, ou enfin les sociétés qui gèrent l'épargne des personnes, ben voilà, des entreprises qui ont appris ou qui ont dû, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, je ne dis pas qu'elles sont exemptes de toute difficulté, mais je constate qu'elles ont développé des façons professionnelles d'agir en sachant qu'elles gèrent quelque chose qui est précieux, qui appartient à leurs clients. Elles sont devenues des intermédiaires obligés dans les systèmes de paiement et dans les différents systèmes de gestion là, des biens. Et du coup, est-ce que ce modèle ne devrait-il pas être davantage développé pour gérer une ressource dont tout le monde reconnaît le caractère hautement sensible, hautement stratégique et hautement pertinent au respect de la dignité humaine? Et donc, il me semble que ce qui est prévisible, c'est que si un cadre juridique se développe, ben, c'est qu'on assiste à une certaine professionnalisation de ce métier d'être fiduciaire, c'est-à-dire une personne qui fait profession de protéger les données et de déterminer à quelles conditions les données seront utilisées ou valorisées. Et il le fait au nom des personnes concernées par les données. Donc, il est évidemment redevable à ces personnes-là. Et donc, voilà un intermédiaire qui devient, en quelque sorte, une bulle de garantie beaucoup plus efficace, à la condition, bien sûr, que ce soit supervisé. Je rejoins Anne-Sophie Hulin sur le fait que ça doit être supervisé. On peut imaginer, par exemple, que les commissaires à la vie privée ou les organismes de type CNIL ou de gestion ou de contrôle des données personnelles exercent une supervision à l'égard de ces professionnels en devenir que pourraient être les fiduciaires de données. Mais voilà l'exemple, il me semble, d'un modèle qui serait de nature à répondre à un très grand nombre d'impératifs, un très grand nombre d'inquiétudes qui accompagnent le développement des technologies fondées sur l'utilisation des données, soit les données déjà massifiées ou en voie de massification, ou encore en voie de démassification. Pour répondre, par exemple, à ce problème qu'on nous resserre à chaque fois, moi, ça fait une vingtaine d'années qu'à chaque fois que j'entends parler de données massives dénominalisées, on nous raconte qu'un mathématicien a fait la démonstration qu'on peut réidentifier quelqu'un à partir d'une donnée dénominalisée. Bon. Pour les juristes, c'est un exemple d'intrusion, tout simplement. Alors qu'on appelle ça de l'intrusion et qu'on mette en place des mécanismes pour justement éviter que l'on commette des intrusions en traitant des données qui soient massives ou dénominalisées ou autrement rendues supposément impersonnelles. Et donc, il faut être capable d'assumer le fait que les données peuvent servir à des fins malveillantes. Et c'est là que des rôles comme les fiduciaires ou d'autres types de régulation permettent, il me semble, de rétablir les équilibres. En fait, moi, ce que je trouve intéressant dans l'étude des données, c'est que ça nous sort de ce remâchage des données personnelles, des lois sur les données personnelles fondées sur le consentement individuel, qui, à mon avis, ne marche pas. C'est clair, ça ne marche pas. Et c'est quand même assez désolant que même encore aujourd'hui, on en soit encore à trouver comme étant innovateur
des lois qui nous ressortent les méthodes du 20e siècle, finalement, pour s'occuper d'un enjeu qui est drôlement plus important. Alors moi, il me semble que les fiducies sont un outil drôlement utile pour justement sortir là, de cette impasse fondée sur les imageries de consentement individuel. Je vous suis totalement. Oui, allez-y. Je vous suis totalement, en fait, sur 2 points, sur la professionnalisation du corps fiduciaire. Je pourrais faire une petite comparaison avec la France, pour laquelle la fiducie existe, mais ce n'est pas un patrimoine d'affectation, c'est un contrat. Mais quand la fiducie a été introduite en France, il n'a été admis que les fiduciaires, compte tenu de la particularité de leur mission, ne pouvaient être que des corps professionnels identifiés, soumis à des codes déontologiques. Ce qui montre bien ici, on utilise encore ce mot sensibilité, mais la sensibilité de la mission qui est exacerbée, comme vous l'avez très bien expliqué, dans le domaine des données. Deuxième point sur lequel je vous suis complètement, c'est que, en effet, la fiducie pourrait être une alternative à la règle du consentement. Parce que ce que l'on fait, en fait, c'est quand nous, personnes à partir desquelles les données sont extraites, quand on consent à ce que nos données aillent en fiducie, on fait une délégation de consentement. Et cette délégation de consentement, c'est de dire, fiduciaire, toi qui es beaucoup plus expert que moi à apprécier l'usage et le partage qui va être fait de mes données, c'est ta mission de veiller à ce que cela reste approprié. Donc, c'est vrai qu'on sort de cette particularité du consentement qui, d'ailleurs, et puis allège tout simplement aussi les individus de cette charge qui, pour la plupart, n'ont aucune conscience, n'ont aucune connaissance suffisante pour comprendre l'ensemble des implications de ce à quoi ils consentent. Donc là encore, j'abonde complètement dans votre sens que la fiducie va pouvoir jouer ce rôle-là, c'est-à-dire répondre à une meilleure utilisation, un meilleur partage des données et le recentrer véritablement ici vers le bien commun, tout en ayant cette idée de confiance. Mais cette confiance ne peut fonctionner que si notre fiduciaire est bien encadré. Puis, dans cet esprit-là, quels sont les domaines où est-ce que vous pouvez penser que des fiducies de données auraient le plus de pertinence ou le plus d'efficacité, si on veut? Parce que je sais que vous avez écrit dans le devoir, Anne-Sophie Hulin, en lien avec l'enjeu des données de santé et de la déclaration là, du ministre Fitzgibbon, là, je crois, là, il y a quelques mois, là, sur la possibilité de valoriser ces données-là d'une certaine manière, qui sont des données très sensibles. En même temps, quand on pense au consentement, puis on pense au fait de décharger le fardeau des individus, on pense surtout aux données des numériques, là, des plateformes numériques, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on doit consentir, alors qu'on veut juste accéder à un site web puis qu'on doit consentir. Je sais que vous êtes quand même pas mal penché sur le dossier des plateformes numériques dans le cadre du rapport Yale que je peux voir derrière vous, professeur Trudel. Avez-vous, l'un ou l'autre, vous pouvez y aller comme vous voulez, des exemples de domaines applicatifs pour les fiducies de données? Voulez-vous commencer, professeur Trudel? Allez-y, Anne-Sophie. Écoutez, je pense qu'en effet, le domaine de la santé et c'est particulièrement propice à la fiducie de données parce qu'on sait les données de santé sont des données qui jouissent particulièrement d'une sensibilité qu'il faut encadrer du point de vue de leur usage, mais en même temps, il faut inciter à leur partage parce que de leur partage, il en découle des innovations sociales. Tout simplement, cela permet la recherche en santé. Donc ici, les données de santé, on est bien ici dans la question de cette recherche de consensus, d'équilibre entre favoriser le partage, mais en même temps encadrer le partage pour que finalement le bien commun soit le but ultime. Je pense que les domaines de santé se présentent, mais on pourrait citer les données bancaires aussi. L'exemple des données des jardins le scandale des jardins a montré toute la sensibilité de ces données. Les données urbaines se présentent très largement aussi, présentent beaucoup d'intérêt pour la fiducie données, les données de plateforme en ligne, toutes ces données-là aussi parce qu'elles ont vocation à être qualifiées comme bien commun aussi. Et là, il y a un lien très fort qui se fait entre le bien commun et la protection du bien commun. Et on sait que la fiducie d'utilité sociale
et notamment un des outils de protection et de conservation des biens communs. Je pense par exemple à tout ce qui est dans le domaine de l'environnement. Donc, je vous dirais que plus la donnée est sensible, plus elle a vocation, plus l'outil de la fiducie de données va être pertinent. Mais en même temps, je vous dirais que n'importe quelle donnée pourrait être mise en fiducie de données, parce qu'une fiducie de données, ce n'est pas forcément la recherche du bien commun. La fiducie de données, ça peut être tout simplement la protection et la conservation d'actifs numériques. Et dans ce cas-là, on peut avoir une fiducie de données sans avoir aucune perspective de bien commun aussi. Donc, c'est là où l'outil est aussi intéressant, c'est parce qu'il peut s'adapter à tout un faisceau de finalités. Et ce faisceau de finalités, dans leur plus grande intensité, c'est quand on va aller chercher justement le bien commun. C'est là où l'outil va être le plus puissant, en fait, parce que on dépasse l'échange ou la gouvernance des données qui se passe aujourd'hui pour l'emmener dans des objectifs visés et pour restaurer cette confiance publique. Professeur Trudel? Tout à fait d'accord, et j'ajouterais en complément, je prendrais le relais vers les grands du web, enfin les grandes plateformes. Voilà une belle illustration, il me semble, de la nécessité de pouvoir disposer aussi bien d'institutions qui vont de manière spécifique assurer cette interface entre ceux qui valorisent les données et les personnes concernées par les données. Et là, les fiducies de données peuvent jouer un rôle important. Mais également, je pense que ces institutions ont encore plus de sens lorsque l'on reconnaît le caractère de ressources communes que les données ont désormais. Et donc, la régulation véritable des grandes plateformes, d'après moi, elle passe nécessairement par une régulation des données, soit par le truchement de fiducie ou à tout le moins par le truchement de mécanismes de supervision qui garantissent des obligations fiduciaires ou de nature fiduciaire à ceux qui valorisent les données. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la fiducie de données est probablement une interface beaucoup plus à même de garantir les droits fondamentaux parce qu'il y a un conflit d'intérêts indépassable entre les entreprises qui vivent de la valorisation des données personnelles, comme le sont des très grandes plateformes, mais aussi beaucoup d'autres entreprises, et il y en aura de plus en plus dans ce monde de plus en plus connecté. Donc, il y a un conflit d'intérêts évident, et l'histoire du Sidewalk Lab qui a été évoquée tout à l'heure par Anne-Sophie Hulin le montre à l'envi, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez une entreprise dont le modèle d'affaires, c'est de valoriser des données massives, ça paraît un petit peu naïf que de s'imaginer qu'elle aurait, à l'égard de ces mêmes données, elle aurait le réflexe de les traiter comme un bon fiduciaire le ferait. Donc, la nécessité d'établir une interface de la nature d'une fiducie de données, ou à tout le moins d'une pluralité de fiducies de données et des mécanismes de supervision étatique, de régulation étatique, me paraît être une des approches à laquelle on n'aura pas le choix de se rendre pour véritablement encadrer cette économie de l'attention dont certains auteurs parlent, ou de cette société de surveillance. Il faut en sortir finalement de ces slogans sur la société de surveillance. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit qu'on est d'une société de surveillance? Bien voilà, là où la réflexion juridique intervient, c'est-à-dire en mettant de l'avant des solutions, des approches fondées sur ces concepts comme la fiducie, mais également une fiducie régulée ou des fiducies régulées. Parce que la crainte qu'on peut avoir à l'égard de la régulation des grandes plateformes, c'est qu'ils soient en mesure de présenter sous la forme d'une offensive de relations publiques une intention de bien faire et de respecter nos données. Enfin, on a à cœur vos données, nous nous soucions de vos données. Toutes les entreprises commerciales font ça.
Ce qui manque, c'est des mécanismes juridiques qui font en sorte qu'on doit prendre au sérieux ces engagements de se servir des données comme d'un bien précieux ou comme d'un objet précieux. Quant au bien, et l'autre fiction aussi qui permettrait aussi qu'on pourrait écarter si on avait à cœur de développer des outils de type fiducie de données, c'est cette espèce de croyance que l'on entretient à l'effet que les données personnelles, ce n'est pas un bien, ce n'est pas quelque chose de patrimonial, alors que pourtant, c'est tellement patrimonial que c'est le modèle d'affaires des plus grandes entreprises, les plus riches du monde, celles qui ont les valorisations boursières les plus considérables. Alors, c'est un petit peu, il faut peut-être sortir de cette espèce de conte de fées juridique là, qui consiste à se faire accroire que les données, on ne peut pas dire que c'est un bien parce que c'est personnel, alors qu'on accepte par ailleurs que ce soit le fonds de commerce d'entreprises multimilliardaires. Alors, je pense qu'il y a un rétablissement là, il faut revenir un peu plus sur Terre lorsqu'on parle des données. Il ne faut pas avoir peur de dire c'est un objet qui a beau être extra-patrimonial a priori, mais qui se valorise. Et à partir du moment où il se valorise, ben, il faut qu'on régule cette valorisation de manière à protéger les valeurs que l'on protège en affirmant le statut extra-patrimonial ou hors commerce de ces données lorsqu'elles concernent des individus. C'est peut-être pas patrimonial, mais ça enrichit le patrimoine de plusieurs. Absolument. J'aimerais ça justement poursuivre sur cette lancée-là, puis je vais vous céder la parole, Sophie, là, sur le fait que comment est-ce qu'on fait coexister la fiducie de données avec les gisements de données qui sont détenus par les GAFAM, là, les fameux géants du web, parce que d'une certaine manière, si on se dit qu'on veut réguler ces géants-là, mais qu'on veut également peut-être que leurs données puissent servir au bien commun, parce qu'on sait que c'est pas demain matin qu'ils vont arrêter d'en collecter des données parce qu'on utilise tous leurs services. Est-ce que ça passe par leur forcer de partage de données? Je sais qu'il y a un auteur qui propose de considérer ces données-là comme des public utilities et donc de pouvoir que l'État puisse s'approprier, si on veut, la gestion de ces données-là. Comment est-ce qu'on peut faire coexister là, ces deux concepts opposés-là? Si je peux me permettre, c'est vrai qu'un des enjeux, en fait, déjà, il y a plusieurs enjeux que je vais un peu rebondir sur ce que vient de dire le professeur Trudel. C'est déjà un des enjeux de la fiducie de données, c'est la qualification de la donnée, on ne va pas se mentir. Et pour que la donnée soit dans un patrimoine, il faut que ce soit un bien. Donc là, déjà, on a un problème. Alors, on admet complètement la patrimonialisation de la donnée. Vous avez totalement raison. On l'admet complètement parce que de toute manière, il y a un marché de la donnée, et notamment un marché de données personnelles, qui s'est complètement développé. Donc ici, ce marché, il s'est développé malgré nos propres difficultés théoriques et donc avec beaucoup de valeur que ça a généré. C'est là où la fiducie, elle va être aussi très intéressante. C'est parce on considère la patrimonialisation, mais en revanche, on n'applique pas le droit de propriété. Et c'est là où c'est aussi intéressant parce que ça nous enlève déjà une difficulté, on va dire, théorique ou technique. Là aussi, je voudrais rebondir, c'est que de toutes ces difficultés, il est vrai qu'on se demande si la fiducie, est-ce que c'est le bon outil ou tout simplement, est-ce qu'il ne faudrait pas y aller plus vers des obligations fiduciaires? Parce que ce qu'on cherche au final, c'est que ceux qui gouvernent les données soient responsables et qu'on ait les outils juridiques pour engager leurs responsabilités. Et là, ça me permet de revenir en fait à votre question, Simon. Est-ce qu'il faut obliger ces fameux GAFAM à faire des fiducies données? C'est difficile parce que la fiducie donnée, c'est quand même un acte de volonté à l'origine. Ou alors, elle a été imposée par la loi. Et je vois mal comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui imposer, une loi québécoise pourrait imposer à des compagnies internationales, des compagnies américaines, de constituer des fiducies données. Il y a des enjeux de territorialité, il y a des enjeux d'un droit international privé, mais juste l'exportation de notre modèle de fiducie va être aussi limitée tout simplement par le jeu du droit international privé aussi. Donc, l'idée d'obligation fiduciaire est peut-être plus facile à mettre en œuvre.
Ce qui est important, toutefois, c'est quand même, même si ce sera difficile à mettre en œuvre, c'est une réflexion qu'il ne faut pas lâcher, parce que, comme je l'ai dit au début de ma présentation, il y a un problème aujourd'hui du partage de la valeur avec cette économie des données. On a cette oligarchie qui s'est mise en œuvre, des GAFAM qui ont tout leur modèle d'affaires et qui créent une richesse dont nul ne profite à part eux et qui s'enrichissent énormément sur les données que nous pouvons gérer. Il y a un courant de data trust en common law qui est l'idée par, je dirais, la professeure Sylvie Delacroix à l'Université de Birmingham, qui justement a comparé l'économie des données à au système féodal, où on aurait donc, on a cette oligarchie qui contrôle complètement et pour lequel, nous, au bout de ligne, nous n'avons aucune formation, aucune rétribution de la valeur. Elle suggère alors que au lieu d'avoir une approche descendante de la fiducie, c'est-à-dire au lieu que ce soit les compagnies qui créent des fiducies ou au lieu que ce soit la loi qui impose des fiducies, que ce soit nous, les bénéficiaires ou les personnes qui génèrent des données, qui en fait soyons les constituants et les bénéficiaires des fiducies de données. C'est ce qu'elle appelle l'approche ascendante, le bottom-up trust, qui donc voudrait dire qui permettrait de rééquilibrer. Je pense que c'est une perspective qui est fondamentalement intéressante parce qu'elle met le doigt justement sur ce que l'on cherche aussi par la fiducie donnée, c'est rétablir un équilibre, rétablir un consensus et faire disparaître toutes ces asymétries de pouvoir. Le problème, c'est qu'en droit civique québécois, pour qu'il y ait fiducie, il faut qu'il y ait un transfert de patrimoine à patrimoine. Donc, cela veut dire que cela suppose que mes données personnelles, elles soient déjà dans mon patrimoine. Et ça, c'est aussi une difficulté. C'est quand même une très grande difficulté. Donc, vous voyez, la question que vous posez, c'est une question qui amène beaucoup de réflexion et malheureusement pour laquelle on n'a pas encore véritablement de réponse, mais au moins, ça donne lieu à plus de recherches. Et on voit que ça va être qu'il y a beaucoup de pain sur la planche du législateur s'il entend dénouer ces nombreux nœuds dans le droit pour pouvoir permettre, du moins appliquer ce modèle-là. Puis justement, on est en plein cœur de deux réformes importantes des lois de protection des renseignements personnels au fédéral qui a été déposé la semaine dernière, puis au provincial avec le projet de loi 64 qui a été déposé cet été. Je sais que c'est bon, le droit à la protection des renseignements personnels n'est pas nécessairement complètement lié à la fiducie de données ou un préalable ou quelque chose comme ça, mais il peut quand même y avoir des aspects intéressants, comme vous l'avez mentionné, Anne-Sophie, au début de la présentation, entre certains critères, certains concepts qui peuvent s'y retrouver. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'un ou l'autre de ces projets de loi-là, il y en a un qui vient tout juste d'être déposé, là, je ne demande pas de l'avoir analysé de fond en comble encore, mais s'il y a des aspects qui vous semblent intéressants. Je pense notamment au fait que, bon, il y a un article dans le projet de loi C11 qui parle de la possibilité pour des entreprises de partager à des organisations publiques ou des organisations qui ont été désignées comme accomplissant une mission publique, de pouvoir partager des données dépersonnalisées sans le consentement des personnes concernées à des fins socialement bénéfiques, donc des fins qui profiteraient au bien commun. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui, du moins, ça sonne un petit peu comme une finalité de bien commun, d'une finalité d'utilité sociale, mais est-ce qu'on peut y voir un début, une porte ouverte pour les fiducies de données? Je céderai peut-être la parole au professeur Trudel pour votre réaction là-dessus. Je pense que ce qu'on a besoin, c'est vrai que la fiducie de données, quand on y regarde de près, c'est surtout une métaphore, c'est-à-dire c'est surtout une métaphore pour identifier les caractéristiques que devraient posséder les mécanismes qui pourraient justement assurer cette protection par délégation des données personnelles, puisqu'on reconnaît souvent le caractère irréaliste d'un régime juridique qui ferait reposer tout ça sur la tête de l'individu seul concerné par les données. Et donc, dans ce sens-là, c'est vrai qu'on peut déplorer que même les projets de loi actuels qui proposent essentiellement de mettre à niveau les lois sur la protection des données personnelles, un exercice qui aurait dû être fait depuis au moins 5 ou 6 ans, là, si on avait
suivi le rythme. Donc, c'est vrai qu'on pourrait souhaiter qu'on ouvre davantage dans les législations sur la protection des renseignements personnels vers ce type de mécanisme. Et là, ben, ce que vous avez évoqué à propos du projet de loi C11 est une piste intéressante. Il me semble qu'elle mériterait d'être davantage développée pour justement accueillir des solutions qui reposent soit sur des fiducies de données, évidemment en y faisant les adaptations nécessaires, là, ou encore sur des obligations fiduciaires. Et là, je pense on progresserait. Au lieu de faire ça, évidemment, on continue de se dorloter dans le vieux modèle du consentement individuel, qui est essentiellement un mécanisme d'expropriation de la valeur des données au profit de ceux qui les valorisent. Il ne faut pas se compter de peur. Donc, ce qu'on appelle les lois de protection des renseignements personnels sont des lois d'expropriation de la valeur des données personnelles au profit de ceux qui les valorisent. Ce n'est pas poli de dire ça, ça peut avoir l'air un petit peu iconoclaste, mais c'est quand même ça, le véritable effet de ces lois. Et donc, et puis quand je dis ça, ce n'est pas nécessairement pour de mauvaises fins, hein, ça peut être les gens qui utilisent ces données personnelles-là le font pour l'immense majorité, pour des motifs tout à fait légitimes, mais il y a néanmoins un phénomène d'expropriation. Alors, pour rééquilibrer ça, effectivement, il serait souhaitable, ou il aurait été souhaitable, mais il n'est pas trop tard pour bien faire, d'ouvrir un peu plus vers cette possibilité d'intermédiation professionnelle de la gestion des données. Ouvrir cette porte, il me semble, par exemple, on aurait pu imaginer que les projets de loi au Québec ou au fédéral permettent aux personnes concernées par les données personnelles de confier leurs données personnelles ou de déléguer à une fiducie ou à un fiduciaire un certain nombre de pouvoirs de décision, de pouvoirs d'intervention à l'égard de leurs données personnelles. On aurait pu peut-être aller ouvrir une porte de ce côté, mais il n'est pas trop tard pour l'envisager. Puis quand je dis ça, je ne veux pas dénigrer la mise à niveau des lois sur les données personnelles qu'on essaie de faire actuellement. C'est une tâche qui est nécessaire et qui est due depuis très longtemps. Mais j'ai bien peur qu'il faille aller beaucoup plus loin si on veut vraiment répondre aux impératifs là, que pose le monde de l'intelligence artificielle dans lequel nous entrons. Oui, quel type de modification législative est-ce que vous auriez en tête, Anne-Sophie? Oh, là, je ne sais pas si moi je pourrais m'avancer sur des mesures législatives. En tout cas, je partage vraiment l'expertise, la réponse du professeur Trudel. En fait, cette loi, le projet loi C11, il essaye de sortir quand même de la contrainte du consentement. Et donc, cela revient assez à ce qu'on disait, à utiliser la fiducie comme une alternative au consentement. Et cette alternative, en fait, cet article 39 pose en fait l'absence de consentement quand on est dans une fin d'intérêt commun. Ici, c'est vrai que la fiducie de données aurait beaucoup de sens parce qu'on va substituer l'absence de consentement par la mission fiduciaire. Donc, c'est vrai qu'ici, on reste quand même dans un usage et un partage raisonnable des données et qui est encadré. Après, c'est vrai que la fiducie de données, ici, ce projet de loi est une application de la charte canadienne, de la charte numérique canadienne, qui, elle, évoquait beaucoup les fiducies de données. Mais attention, parce que la manière dont elle évoque la fiducie de données, ça n'a rien à voir avec la fiducie québécoise. C'est cette notion de data trust, comme je vous l'ai dit tantôt, qui est une notion beaucoup plus large que celle qui n'a pas la dimension technique que nous, on va lui associer avec la fiducie québécoise. Donc, là encore, il faut voir quel est le modèle fiduciaire que l'on retient. Est-ce que c'est simplement, est-ce que c'est la fiducie dans son sens technique, comme nous, un patrimoine d'affectation, ou comme une institution, un mode de détention des biens qui se veut alternatif, comme on pourrait l'avoir en common law, ou c'est simplement
des obligations fiduciaires, là, il y a une grosse clarification à faire dans l'usage des termes, mais aussi dans les finalités à prendre en compte. Mais il est vrai que la fiducie pourrait servir des buts beaucoup plus larges que des fins de recherche. Oui, vous avez mentionné tout à l'heure que peut-être que le modèle de l'obligation fiduciaire, ou du moins de retenir l'obligation fiduciaire par rapport à la gestion des données, pourrait être on pourrait plus facilement l'implanter que de transposer la fiducie à la gestion des données. Comment est-ce que ça pourrait se faire? Ou quelle est cette... Pouvez-vous poursuivre sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à cette obligation fiduciaire-là en matière de gestion de données? Alors absolument. Ces réflexions-là viennent déjà parce que l'obligation fiduciaire, si on transpose en common law, c'est un domaine qui est beaucoup plus large, qui ne se réduit pas au trust tel qu'on le connaît en equity, qui est un domaine beaucoup plus large. En droit civil, l'obligation fiduciaire, bon, elle n'a pas été, vous le savez, elle n'a pas été admise en dehors de son cadre de la fiducie. Sauf que ça n'empêche pas quand même de s'intéresser à le développement d'obligations fiduciaires en droit civil. Le problème que l'on a avec la fiducie, c'est tous ces problèmes techniques mis bout à bout. Comme je vous disais, il faut qu'il y ait un transfert de patrimoine à patrimoine. Il y a tout cet enjeu de la qualification des données qui pose un certain nombre de complexités. Puis il y a aussi le problème quand on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce patrimoine? On va considérer la donnée dans son angle purement individuel, alors qu'on sait bien, certaines données ont une dimension collective. Je pense par exemple aux données de santé qui vont être des données sur la génétique d'une personne, qui vont être à même aussi de refléter tout simplement des informations, des renseignements personnels sur l'ensemble des membres de la famille aussi. Donc, l'usage qu'une personne va faire de ces données de santé a des répercussions aussi sur d'autres personnes, notamment sur ses proches. Donc, toute cette dimension collective pose aussi des difficultés à mettre en œuvre dans la fiducie donnée. Peut-être que la fiducie donnée, dans ces contextes-là, va apparaître comme un outil trop restreint, trop contraignant pour aborder la donnée dans toute son intégralité vis-à-vis de l'ensemble des personnes qu'elles vont solliciter. À cela, je rajoute encore un élément, c'est que pour que la fiducie de données fonctionne, cela suppose qu'il y ait une réelle agrégation de données. Parce que la fiducie de données va être attractive que si on a suffisamment de données qui constituent ce patrimoine fiduciaire. Mais si je retire mon consentement dans la fiducie de données, là, il y a comme un enjeu. Je mets en péril plus ou moins la fiducie de données parce que cette volatilité enlève le poids de la fiducie et enlève aussi la faculté de la fiducie d'agir de égo à égo avec les entreprises qui exploitent les données et de mener des négociations collectives. Donc tous ces éléments-là, si vous voulez, qu'on pourra vérifier que lorsque l'on mettra en œuvre des fiducies de données, en attendant, l'obligation fiduciaire est peut-être une voie plus simple, tout aussi contraignante, qui pourrait permettre à des résultats similaires, je ne pourrais pas dire à des résultats égaux, je n'en sais rien encore, mais en tout cas à des résultats similaires et encadrer, bien, puisque c'est ça qu'on cherche toujours, c'est encadrer le partage des données et avoir quelqu'un qui soit responsable de l'utilisation des données en bout de ligne. Merci. Puis, professeur Snell, voulez-vous ajouter quelque chose? J'ajouterais qu'en fait, ce qu'on a véritablement besoin, et c'est là que cette fiducie de données et les obligations fiduciaires peuvent être extrêmement utiles et pertinentes, c'est de rendre compte du caractère essentiellement changeant de la donnée ou des données. Hein, les mêmes données se recombinent, se réutilisent, se réanalysent. Et donc, on a besoin de mécanismes juridiques qui sont capables d'intervenir et de procurer une protection dans un univers où l'objet change. Hein, l'objet donné comme ensemble d'éléments d'information change au fil de son cycle de vie. Et donc, c'est ça le grand défi il me semble, de la recherche juridique, c'est d'imaginer des mécanismes, à partir bien évidemment des mécanismes existants, et c'est là tout l'intérêt de
ces réflexions qu'on peut avoir à propos de la fiducie et des obligations fiduciaires, c'est que ça permet de réfléchir aux mécanismes capables de s'adapter et finalement de se métamorphoser de façon automatique. On n'est pas habitué en droit. En droit, on a l'habitude de considérer que les objets demeurent inchangés, alors que dans l'univers de plus en plus connecté, fondé sur la production et la circulation d'informations, ben, la nature de l'objet que l'on a à encadrer par le droit risque de changer souvent en temps réel. Et le défi, finalement, pour les communautés juridiques, c'est d'inventer des mécanismes juridiques capables de tenir compte du fait qu'on est en présence d'un objet qui change. Un objet, l'objet, et c'est vrai pour tous les objets, l'objet automobile connecté, ce n'est plus l'objet automobile qui existait dans les années, au siècle dernier. C'est désormais un objet qui produit de l'information, qui génère de l'information et qui consomme de l'information. Donc, on ne peut pas, si on essaie de réguler cet objet-là en ignorant ses dimensions informationnelles, on risque de passer à côté de l'essentiel. Et donc, le grand défi, c'est celui-là, c'est d'adapter et d'imaginer. L'imagination, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui devrait être étranger à la démarche juridique, mais d'imaginer des mécanismes qui vont refléter le fait qu'on a affaire à un objet qui change et qui change souvent très, très, très vite. Oui. Et là, je pense que la boîte de questions, c'est pas mal remplie depuis le début de la présentation. Donc, je suggère d'en prendre quelques-unes que vous voulez poser pour conclure. Donc, je pourrais commencer avec une question qui nous vient de... Attendez, là, okay. Une question qui nous vient de Sylvain Longuet, qui nous dit comment est-ce qu'on peut articuler efficacement les droits des individus sur leurs données personnelles avec un mécanisme de fiducie de données. Donc, comment est-ce qu'on peut articuler les principes de protection dont que vous considérez pour la plupart qui sont dépassés, là, professeur Trevel, avec le modèle fiduciaire? En fait, ce que je comprends, je peux me permettre, ce que je comprends du modèle fiduciaire, c'est que c'est en fait une sorte de délégation. En fait, plutôt que de s'imaginer que l'individu va exercer lui-même de façon individuelle les différents recours, souvent très théoriques, que lui réservent les lois sur la protection des données personnelles, ben, c'est par le truchement d'une organisation fiduciaire. Donc, dans mon esprit, c'est une organisation experte, capable de comprendre et d'agir, comprendre la complexité des différents processus dans lesquels les données circulent et capable d'agir dans l'intérêt des personnes concernées par les données. Moi, je vois un élément de délégation et donc la protection est assurée de manière déléguée plutôt que de s'imaginer que l'individu serait, en fait, dans l'imagerie des lois de la protection des données personnelles actuelles, c'est qu'on s'imagine que l'individu serait le principal artisan de la protection de ses données personnelles. Et on fait semblant que l'individu est capable de détecter qu'il y a un problème à l'égard de ses données personnelles et qu'il a le temps, l'énergie et les ressources pour exercer les recours que lui permettent les lois. Ce que change un mécanisme de type fiducie de données, c'est qu'on met ça entre les mains d'une entité experte qui est capable de déceler ça assez vite et capable d'agir rapidement au bénéfice des personnes. Et ce n'est pas l'État non plus. Donc, l'État qui peut avoir, à qui on peut reprocher des conflits d'intérêts, c'est une entité qui, en principe, serait indépendante. Alors, moi, c'est là que je vois l'intérêt que ça peut représenter pour assurer une gestion beaucoup plus efficace des données personnelles dans l'intérêt des individus. Oui, allez-y, Anne-Sophie. Si je peux rebondir, c'est aussi autour de cette idée de finalité.
C'est-à-dire que la fiducie va être, la finalité pour laquelle la fiducie va être instituée, c'est bien que la gouvernance des données soit respectueuse des personnes. Donc, c'est-à-dire que le fiduciaire, quand il va opérer, quand il va exécuter sa mission, il sera personnellement responsable que l'usage auquel il consent des données soit respectueux des personnes. Et s'il ne le fait pas, là, je le redis, il va encore engager sa responsabilité personnelle. Et cette idée, ce mécanisme de responsabilité personnelle est un mécanisme qui n'existe pas aujourd'hui dans les lois encadrant les renseignements personnels. Et c'est là où est l'apport de la fiducie. C'est parce qu'on introduit ici un mécanisme de contrôle, mais surtout, on ouvre la voie à une responsabilité des acteurs de la fiducie. Tout à fait. Et merci. Je vais en sélectionner une autre qui nous vient de Pierre Trottier qui nous demande. Oh, des fois ça bouge tout seul parce qu'il doit y avoir d'autres personnes qui les posent. Pierre Trottier, est-ce que le modèle de la fiducie de données pourrait être appliqué aux données recueillies par les chercheurs universitaires dans le contexte de leur projet de recherche? Je ne vais pas vous suggérer la réponse, mais j'imagine que oui. Absolument, comme on a pu le dire tantôt, les données se partagent, enfin, une résonance particulière dans tous les domaines où on va avoir, on a une recherche collective. On est dans le domaine de biens communs où on a une idée de partage à large échelle. Ici, la fiducie de données pourrait être totalement appliquée. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on le suggère dans nos universités respectives comme prototype de fiducie de données pour on mettre justement toutes nos productions de recherche à essayer. D'accord, je vais trouver une autre question ici qui nous vient de Soleka Monnier. Elle nous dit comment la fiducie permettrait-elle, dans les faits, de mieux contrôler la circulation des données que le régime actuel? Je comprends que les principes de gouvernance seront différents, mais la nature des données demeure la même, c'est-à-dire qu'elles sont volatiles et facilement manipulées ou encore multipliées. Ben, si je peux me risquer une réponse, Allez-y. je pense que justement, le grand enjeu, c'est que c'est clair que les données, ils circulent, ils sont volatiles, ils peuvent être multipliés et manipulés. Ça fait partie de leur nature technique, leurs caractéristiques techniques. C'est une caractéristique fondamentale de la numérisation. Ce qu'il faut, c'est justement s'assurer que ce que l'on fait des données, la façon dont on les utilise, la façon dont on les, entre guillemets, manipule, soit associé à un régime de responsabilité efficace. C'est-à-dire que si il faut que quelqu'un, quelque part, soit en mesure de répondre des utilisations malveillantes, dangereuses ou inutilement risquées que l'on peut faire des données. C'est là qu'intervient cette interface, cette institution de la fiducie. Autrement dit, je ne pense pas qu'il soit réaliste de s'attendre à ce qu'on ne puisse plus transférer de l'information. L'information circule très vite, les données circulent très vite, et ce n'est pas, il me semble, par ce truchement-là qu'on peut espérer assurer la protection des données, mais c'est plutôt en mettant en place des mécanismes plus forts, plus solides pour garantir la responsabilité ou que quelqu'un répond de manière responsable de ce qui se passe avec les données. Parce que, et c'est d'autant plus important que ça devient un outil omniprésent dans le monde d'intelligence ambiante dans lequel nous sommes. Oui, pouvez-vous ajouter quelque chose? Oui, et puis je pense aussi, c'est parce que dans la fiducie de données, ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on va avoir une concentration entre les mains d'une même personne des données. Et c'est cette même personne qui va veiller en fait à un usage encadré des données. Alors bien sûr, cela ne va pas restreindre l'usage et la circulation des données. De toute façon, on ne peut pas tout attendre non plus de la fiducie. Je veux dire, elle ne va pas répondre à elle toute seule tous les mots de l'intelligence artificielle et puis du monde des données. Pas du tout, mais c'est au moins un pas supplémentaire vers un encadrement justement de la circulation des données et qui plus est, un encadrement quand on est dans le marché des données. Donc, quand on est dans la commercialisation potentielle de toutes ces données-là, qui est un enjeu fondamental, selon moi.
Merci. Je peux poser la question de Louise Ringuette qui nous demande, qui nous dit que les expressions comme les données valent de l'or posent-elles un risque de marchandisation des données qui pourrait être vu davantage comme un bien financier qu'un bien socialement acceptable ou un bien commun? J'imagine qu'elle nous amène sur la question de la valeur patrimoniale des données versus l'utilisation qu'on pourra en faire. Bref, est-ce que le fait de reconnaître que la patrimonialisation des données, est-ce que ça ne crée pas un risque de marchandisation par la suite là, si on change le statut de la donnée? Moi, je réponds. Allez-y, Anne-Sophie. Allez-y, Anne-Sophie, je vais vous écouter la parole. Pardon, elles sont déjà patrimoniales, déjà une valeur marchande. Alors, nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est dans certains cas, c'est qu'on les soustrait de cette valeur marchande pour en faire des biens communs et pour avoir une circulation, pour qu'elle continue à circuler et que ne serait-ce dans le commerce marchand, dans le commerce juridique, mais sous une forme encadrée. C'est sûr que ça implique un changement d'économie. On passerait d'un changement d'économie sociale, on passe d'économie libérale à un modèle d'économie sociale et solidaire. Mais de toute manière, la donnée, quoi qu'on en dise, elle est déjà patrimonialisée. Donc, maintenant, c'est l'alternative qu'il faut aller regarder. Allez-y, professeur Trudel, je vous ai coupé. Je vais tout à fait dans le même sens. C'est-à-dire que tout le droit de la protection des données personnelles, on me souvient qu'on avait cette discussion lors d'un séminaire qu'on avait organisé à l'époque, il y a plusieurs années, à l'époque où commençaient à émerger les lois sur la protection des données personnelles. Et effectivement, les gens disaient, ben non, ces données personnelles, ça ne peut pas être un objet commercial. Et si on accepte ça comme étant une propriété, ça va se vendre et ça va devenir un objet de commerce. Or, on constate que c'est devenu quand même un objet de commerce, malgré la fiction juridique selon laquelle ce ne sont pas des biens appropriables ou des biens qui sont censés circuler dans le commerce. Alors, ce que ça démontre, c'est que les catégories juridiques qui sont souvent motivées par des idées très généreuses, des idées morales incontournablement importantes, ça ne suffit pas. Il faut regarder également de quelle manière on valorise la ressource, même si à l'origine, cette ressource n'a pas de caractère patrimonial, est censée être hors commerce. Et on voit bien maintenant ce qui se passe, comme le mentionne Mme Hulin, c'est-à-dire que c'est devenu de facto un objet commercial. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'avantages à persister, à maintenir un cadre juridique qui s'épuiserait à affirmer le caractère non commercial de cette ressource-là. Il vaut peut-être mieux reconnaître que c'est une ressource qui a des caractéristiques spécifiques, qui est rattachée à la dignité humaine et de ce fait ne peut pas être envisagée comme un bien commercial de n'importe quelle nature. Mais par contre, reconnaître que dans la vie juridique, c'est une ressource qui sert à créer de la valeur. Et c'est essentiellement les procédés par lesquels on crée de la valeur qu'il faut chercher à baliser et à encadrer pour, d'une part, assurer le partage de cette valeur lorsque c'est nécessaire, la protection des intérêts reliés à la dignité des personnes, aux droits des personnes, lorsque vient le temps de valoriser cette ressource. Et donc, il faut, je pense, être capable de faire évoluer les catégories juridiques de manière à reconnaître que la donnée sert à créer de la valeur, sert à créer de la richesse. Non pas pour dire que créer de la richesse, c'est mauvais en soi, c'est excellent de le faire. Il y a plein de choses extraordinaires qu'on réussit à faire en utilisant les données, mais encore faut-il savoir le faire de manière à protéger la dignité. Et donc, et moi, je pense que les lois sur les données personnelles ont beaucoup souffert de cette mythologie de la prétendue non-vénalité des données personnelles, le prétendu caractère hors commerce de ces données, à tel point qu'on en est rendu maintenant à devoir prendre les bouchées quadruples pour bénéficier d'un cadre juridique qui nous sort là, de cette espèce de résignation avec laquelle on appréhende souvent les grands enjeux là, de notre temps, de notre société connectée. Allez-y.
Je suis d'accord avec vous. Il est vrai que les catégories juridiques ici, je ne dirais pas qu'elles sont un frein, mais nous contraignent d'une certaine manière. Mais en même temps, on a su le faire parce qu'on peut faire des parallèles assez intéressants entre le don d'organes et les données, où on a admis que certains parties, produits du corps pouvaient être sujets à patrimonialisation, intégrer le commerce juridique, mais non pas intégrer le commerce marchand. Donc là aussi, il faut savoir dans quel domaine est-ce qu'on veut que la donnée circule et dans quel type de commerce, sans qu'on remette en cause sa patrimonialisation. C'est juste sa commercialisation qui est ici en jeu. Très juste. Je prendrai une dernière question, je crois, ici, qui nous vient de Zizou. Comment le fiduciaire peut-il s'assurer que les bénéficiaires de la fiducie respectent leurs obligations? Les bénéficiaires peuvent-ils être contraints de payer pour mettre en place des mécanismes de vérification? Et je dis, dans ce contexte-là, les bénéficiaires seraient différents des constituants. Dans sa question, là, sinon je ne suis pas trop sûr de comprendre la question. Donc, j'imagine que, oui, les entreprises, qu'il nous dit. Donc, si la fiducie de données, par exemple, est pour l'utilisation de données peut-être à des fins commerciales par certaines entreprises, les constituants sont nous qui avons partagé nos données, comment est-ce que le fiduciaire peut s'assurer que les entreprises qui vont utiliser les données dans la fiducie de données vont respecter la finalité de la fiducie? En d'autres termes, quels sont les pouvoirs du fiduciaire pour agir sur l'utilisation des données? Tout simplement, le fiduciaire ne donnera pas accès aux données ou va dénoncer en fait l'usage qui est fait et fera toute action nécessaire contre un usage qui n'est pas conforme, parce que c'est le rôle du fiduciaire, c'est d'exercer toutes les actions au nom et dans l'intérêt du patrimoine fiduciaire. Donc, si jamais il ne le fait pas, lui-même va engager sa responsabilité personnelle. Donc, au moins, la boucle est bouclée, je dirais. Et j'ajouterais, par exemple, c'est un bel exemple où pourrait jouer le nouveau droit à la portabilité des données, qui est désormais garanti dans le règlement européen et qui sera implanté dans les législations canadiennes. Le fiduciaire pourrait justement utiliser au nom des bénéficiaires ce droit à la portabilité. Si jamais un bénéficiaire des données ne les utilise pas de manière appropriée, ou les utilise de façon dangereuse de la vie du fiduciaire, le fiduciaire peut, au nom des personnes concernées par les données, exercer en leur nom leur droit à la portabilité. Et si ce droit signifie quelque chose, d'après moi, ça signifie que l'entreprise dont on a demandé, à l'égard de laquelle on a demandé d'exercer notre portabilité, ne devrait plus avoir ces données-là. Elle ne devrait pas en garder une copie, elle devrait s'en débarrasser complètement. Mais justement, un fiduciaire est probablement beaucoup mieux placé qu'un simple individu pour exercer un droit comme un droit à la portabilité des données. Parce qu'il s'agit essentiellement, dans ma compréhension, de dire à une entreprise, vous avez des données sur mon compte, redonnez-les-moi, je vais aller ailleurs. Comme une donnée, par définition, ça se copie. Est-ce que ce qu'on obtient, c'est les données au complet ou si c'est simplement une copie? Le fiduciaire est pas mal mieux équipé, je pense, qu'un individu pour s'assurer que les entreprises avec lesquelles il est en interrelation respectent vraiment ce droit. Sinon, il est à craindre qu'un droit comme la portabilité des données, ce soit un peu comme le droit à la rectification, c'est-à-dire que c'est des droits qui sont bien beaux dans les lois, on apprend ça à l'école, c'est excellent, mais quand on veut les exercer, les organisations, très souvent, nous regardent en point d'interrogation, ils ne savent même pas ce qu'on veut faire. Donc, il y aurait là, je pense, un bel exemple de la façon dont le fiduciaire pourrait effectivement s'assurer que les bénéficiaires de la fiducie respectent vraiment les données, parce que justement, le fiduciaire, je le suppose, serait généralement une entité experte, capable de parler d'égal à égal avec les détenteurs et ceux qui valorisent les données. Et ça, je pense que ça fait toute la différence pour assurer une réelle protection des droits. C'est un lien très, très intéressant que vous faites et ça va être intéressant de voir comment est-ce que le droit à la portabilité qui est inclus dans le projet de loi 64 et dans le projet de loi C11, mais de façon assez différente dans les deux cas, va être interprété ici parce que
On voit que, par exemple, Facebook nous donne la possibilité de télécharger nos données si on le veut, mais on se doute bien qu'il ne les efface pas de son côté. Hein? Il les garde et les utilise et les valorise parce que c'est ce qu'il fait. Donc, ça va être intéressant de suivre le développement de cela. Mais je pense qu'on va conclure là-dessus. Ma foi, Pierre Trudel et Anne-Sophie Hulin, c'était vraiment une discussion super intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce panel. J'espère que ces discussions-là vont pouvoir porter la réflexion, je pense qu'elles l'ont clairement fait, porter la réflexion plus loin sur ces nouveaux modèles de gouvernance par rapport aux données-là et comment est-ce qu'on peut mieux encadrer l'utilisation des données dans des paradigmes qui sont différents des paradigmes actuels en matière de protection des données. Donc, merci beaucoup pour vos réflexions. Merci à tout le monde, les participants d'avoir été là aujourd'hui. On est vraiment contents que... Merci à vous, Simon, d'avoir animé cette séance. Merci au laboratoire de cyberjustice. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et passez une belle journée et à la prochaine.